26 septembre 1983, minuit 15, heure de Moscou. Un ordinateur affiche un mot sur un écran, quelque part dans un bunker au sud de la capitale soviétique. Un seul mot, en cyrillique, en lettres rouges. Lancement. Le système est catégorique. 5 missiles balistiques intercontinentaux américains viennent d'être détectés. Trajectoire confirmée. Probabilité annoncée par la machine, maximale. Un homme est assis devant cet écran. Il a 44 ans. Il s'appelle Stanislav Petrov. Et il a exactement quelques minutes pour décider si le monde doit mourir cette nuit. Le système s'appelle OKO, littéralement l'œil. Conçu pour repérer, depuis l'espace aérien, la signature thermique d'un lancement de missiles n'importe où sur le territoire américain. Cette nuit-là, OKO a vu quelque chose. Et OKO ne fait pas d'hypothèse. Il calcule, compare et conclut. Le protocole est écrit noir sur blanc. En cas de détection confirmée, l'information doit remonter immédiatement en haut au commandement soviétique. La procédure ne prévoit pas de place pour le doute. Elle prévoit une chaîne d'exécution. Petrov regarde les écrans. Autour de lui, dans la salle de commandement, personne ne respire vraiment. Le mot lancement clignote, de plus en plus insistant, comme si la machine s'impatientait qu'on ne la croise pas encore assez vite. Officiellement, il n'a qu'une chose à faire, transmettre. Confirmer ce que la machine a déjà décidé pour lui. Il n'est, dans l'architecture même du système, qu'un relais entre un calcul et une réplique nucléaire. Mais quelque chose ne colle pas. 5 missiles, seulement 5. Une vraie première frappe américaine en engagerait des centaines, pas 5. Ce chiffre le dérange. Ce chiffre n'a pas de sens stratégique. Et il n'a pour trancher que quelques minutes et une intuition qu'aucun protocole ne lui demande d'avoir. Il y a 2 siècles, un philosophe prussien a écrit une phrase qui, cette nuit-là, va décider du sort de millions de gens sans que personne dans la pièce ne le sache. Emmanuel Kant. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux en vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ce n'est pas une formule abstraite. C'est une question très concrète, posée à Petrov cette nuit-là, sans qu'il en connaisse les termes exacts. Si tout le monde, dans ma position, transmettait aveuglément ce que la machine affirme, est-ce que ce monde-là est un monde que je peux vouloir? Kant appelait ça l'impératif catégorique. Petrov, lui, n'a pas le temps pour la philosophie. Il a un téléphone rouge et une décision. Un siècle et demi plus tard, un autre philosophe, Hannah Arendt, observa le procès d'un homme nommé Eichmann, responsable logique de la déportation de millions de juifs vers les camps. Et elle écrira quelque chose qui va hanter la pensée morale du XXe siècle. Le mal, disait-elle, n'a pas toujours besoin d'être un monstre. Il lui suffit souvent d'un fonctionnaire obéissant, quelqu'un qui n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'il exécutait. Elle a appelé ça la banalité du mal. Eichmann ne s'est jamais vu comme un bourreau. Il s'est vu comme un rouage. Il suivait le système, transmettait comme un procédé qui lui demandait. Cette nuit-là de 1983, Petrov est placé presque mot pour mot dans la même architecture qu'Eichmann. Un système au-dessus de lui, une procédure à suivre, une machine qui a déjà décidé à sa place. La seule différence, l'unique différence, tient dans ce qu'il va faire de cette position. Petrov décroche, mais au lieu de confirmer ce que le protocole exige, il fait quelque chose que rien dans sa formation militaire ne lui a jamais explicitement autorisé à faire. Il doute, à voix haute devant sa hiérarchie. Il leur dit « C'est probablement une fausse alerte ». Il n'a aucune preuve formelle. Il n'a qu'un chiffre qui ne correspond à aucune logique de première frappe. Et cette conviction diffuse qu'un système parfait n'a peut-être pas toujours raison. Il rapporte donc d'un dysfonctionnement du système, pas une attaque, une erreur technique. Les minutes passent, aucun impact n'est détecté nulle part sur le territoire soviétique. Petrov avait raison. Un alignement rare de la lumière du soleil sur des nuages en haute altitude avait trompé les capteurs infrarouges d'OKO. La machine n'avait pas menti, délibérément. Elle avait simplement calculé avec une confiance absolue à partir de données fausses. Ce que Petrov a fait cette nuit-là
n'était pas héroïque au sens où on l'imagine. Il n'a rien accompli de spectaculaire. Il a fait l'inverse d'Eichmann. Au moment précis où le système exigeait l'obéissance, il a choisi le doute. L'impératif catégorique de Kant, sans le savoir, sans même l'avoir lu, il vient de le vivre dans sa forme la plus radicale. Il a refusé une action qu'il n'aurait pas pu vouloir voir généralisée à toute l'humanité. Aujourd'hui, la question que Petrov a tranchée en quelques minutes en 1983 avec un simple calcul mental, on recommence à se la poser. Sauf que cette fois, la machine s'appelle intelligence artificielle. Et elle intervient dans des décisions de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapides et de plus en plus opaques. La question n'a pas changé. Est-ce qu'on veut un monde où plus personne ne doute jamais du système ? Où la certitude d'un algorithme devient par défaut la vérité qu'on transmet sans y penser ? Petrov n'était ni philosophe, ni héros au sens hollywoodien. C'était un homme fatigué, au milieu de la nuit, qui a simplement refusé d'être un rouage. Si cette histoire vous a marqué, j'ai mis en description un livre sur Kant qui explique bien mieux que moi ce qu'est réellement l'impératif catégorique. Pas juste une formule, mais une vraie boussole pour les moments où personne ne regarde. Et si cette chaîne vous aide à voir un peu plus loin que ce que vous demande de croire, chaque semaine, un philosophe, une idée sans filtre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.